ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cet épisode Mon corps et moi, en compagnie de Sharon, Laura et Maïté. Belle écoute. Est-ce que chacune, vous avez fait des régimes dans votre vie? Maïté, tu rigoles alors. Lance-toi, dis-nous. Alors j'en ai fait. Lesquels Alors j'ai fait le Scarsdale. J'avais vachement peur. C'était un truc horrible. Tu mangeais pendant 2 semaines la même chose. Un truc vraiment pas sain. Et puis j'avais beaucoup perdu, mais tu récupères très vite dès que t'arrêtes. J'avais essayé le Herbalife, c'était dégueulasse. Et la seule chose qui m'a fait maigrir... En fait, mon problème, c'est parce que je mange mal et je mange pas assez. Donc, moi, je peux passer un jour sans rien toucher. J'ai pas faim. Puis, je suis très vite rassasiée. Alors, il faudrait que je m'habitue à prendre un petit déjeuner, à midi, le soir, puis quelque chose de plus équilibré. Et ce que j'ai fait, c'était le Weight Watcher. Et j'avoue que le Weight Watcher t'apprend à manger correctement. Après, il y a une certaine rigueur à avoir que je n'ai pas. Moi, je cours pas après. Je ne suis pas tout le temps à avoir envie de... Mais j'arrivais pas à atteindre mes points. C'était devenu une obsession, mais je n'arrivais jamais à atteindre mes points, donc ça me stressait. Et puis, très vite, j'ai arrêté de suivre le Weight Watcher parce que tu prends un rythme et t'apprends à manger correctement. Mais j'ai pas été une fanat des régimes. Je fais attention, je peux faire attention, mais voilà, j'ai arrêté il y a très très longtemps de faire des régimes, quoi. J'en ai fait, mais avec moi ça marche pas. J'arrive pas à suivre et puis oui j'en ai fait, mais ça, pour moi ça marche pas. Jusqu'à maintenant, pour moi je sais pas si je peux dire ça maintenant. Pour répondre à ta question, oui j'en ai fait, mais sans avoir la conscience de mon corps vraiment, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et je suis plutôt dans une autre conscience. Vu que j'ai pas une bonne digestion. Maintenant la conscience c'est qu'est-ce que je peux manger où je peux avoir une bonne digestion et que je peux garder mon poids et la santé. Voilà, je suis beaucoup plus dans ça. Et puis, j'avais beaucoup d'interdictions, ne pas manger ci, ne pas manger ça. Et puis là, je me suis rendu compte que c'est des trucs qui me font mal au corps, que je dois faire attention maintenant. Par exemple, j'ai parlé de gluten et je dois plus faire attention à ça. Et puis, voilà, tout simplement. Alors moi, clairement, j'ai quand même des troubles alimentaires depuis, on l'aura compris. J'ai eu des troubles alimentaires très jeunes, mais vraiment très jeunes. J'ai commencé les troubles alimentaires en recrachant ce que je mangeais chez mes parents. Enfin, j'étais vraiment jeune, je devais avoir 12 ans. Je recrachais en fait. Dès que je mangeais quelque chose que je pensais qui n'était pas bien, je recrachais. Ensuite, j'ai essayé d'arrêter de manger, bien sûr. Donc, j'ai fait beaucoup de restrictions. Mais comme je vivais chez mes parents aussi, et puis que je ne pouvais pas toujours refuser de manger, très vite, je suis passée au vomissement. Donc, voilà, ça a été vraiment pendant très longtemps. Donc, en fait, je ne faisais pas vraiment de régime, mais j'alternais entre phases d'anorexie, de boulimie. Et j'ai tenu comme ça vraiment très longtemps. Après, il y a quelques années, vraiment, passé la trentaine, je me suis un peu intéressée au régime. Je me disais, finalement, j'ai pas grand-chose à perdre. Et puis, comme, en fait, le problème des régimes, c'est que moi, j'ai pas assez de... J'aime pas cuisiner, donc il faut être quand même beaucoup de rigueur. Et c'est vrai que quand je m'étais un peu intéressée au régime, parce que je m'intéressais à tout ce qui était diététique un peu, j'avais trouvé justement que Weight Watchers, c'était le bon juste milieu entre c'est pas trop restrictif et en fait finalement ça nous apprend à manger de tout mais à des quantités où si un jour on excède, on point là parce que le lendemain on fait un peu plus attention et je trouvais que c'était vraiment bien. Mais malgré tout, il faut quand même cuisiner, il faut quand même... Et moi, cette rigueur, je l'avais pas.
En même temps, c'est vrai que j'avais pas spécialement de poids à perdre, mais moi, en soi, des vrais régimes, j'ai jamais vraiment fait. J'ai toujours été obsédée par ça. Mais moi, mes régimes, c'était les troubles alimentaires. Donc, c'était de gérer comme ça. Si je faisais un excès, j'allais me faire vomir de derrière. Ou alors, je mangeais pas pendant 2-3 jours. Enfin, voilà. Ok. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez dire que vous vous plaisez? Oui et non. Je me suis plu jusqu'à maintenant. Le fait qu'il y ait le confinement, qu'on n'ait plus de vie sociale, enfin toute cette ambiance qu'il y a, fait que tu te retrouves chez toi, tu passes ta journée à te regarder. Je veux dire, puis ce manque d'activité fait que tu te rends compte plus vite des outrages du temps. Et puis moi, j'arrive à un âge où jusqu'à maintenant, j'avais pas de rides. Et puis tout d'un coup, elles sont venues d'un coup. Alors, est-ce que c'est parce que cette année, j'ai vécu des choses difficiles par rapport à mes interventions et au Covid? Mais je veux dire, je vois que je suis marquée, je vois des choses que je voyais pas avant, et ça me dérange. Ça me dérange. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et il faut que maintenant je passe par la période d'acceptation, mais qui n'est pas encore là. Ça va venir. Mais... C'est une très belle question. Mon art thérapeute m'a posé la question sur le corps aussi. Tu sais ce qui s'est passé il y a, si on peut calculer, il y a 2 mois, où j'avais une période très sauvage. J'ai laissé mes poils pousser partout. Je m'épile plus les sourcils. Il y avait une sorte de conscience de me voir telle que je suis avec mes poils. Et puis la deuxième phase, en fait, c'est de si j'enlève les poils aux jambes, c'est parce qu'il y a une conscience que j'ai envie de le faire. Mais je me suis observée quand j'ai laissé mes poils et puis de voir ce sentiment de dégoût. J'arrive à l'observer maintenant. Avant, c'était pas ça. Je rentrais dans le dégoût. Ouais, moi, je vois mes poils. Et puis, je vois tous les trucs psychologiques aussi. Par exemple, les hommes, ils vont pas m'accepter. Des trucs comme ça. Il y a une phase très, très forte comme ça en moi où d'être dans cette acceptation de l'image qui venait de moi-même. Là où j'en suis, je peux dire que je suis beaucoup dans l'observation. Par exemple, là, j'ai pris quand même 1 ou 2 kilos pendant que je commençais à travailler. Et de m'asseoir et de voir par exemple, quand j'ai parlé de sensations, ok, j'accepte que je ne suis pas dans la sensation que j'aimerais être et de l'observer et d'accepter. L'acceptation, pour moi, c'est pas un mot, mais c'est d'être dans cette sensation-là. Donc, je peux dire que oui, j'accepte mon corps tel qu'il est maintenant. Par exemple, j'ai 2 kilos en plus. Et c'est un joli travail pour moi de regard, de mon regard au corps. Pour moi, il y a 2 choses différentes. Il y a la sensation de mon corps. La sensation, pour moi, elle est vraie. C'est-à-dire, quand je bouge, il y a un truc qui me dérange, c'est une sensation. OK? Après, l'image qui vient après, pour moi, cette image, elle est fausse parce que c'est une image qui vient de comment j'aimerais être, comment ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec ce qui est. Me plaire, pour moi, c'est dans le regard. Le regard que j'ai, c'est que oui, par exemple, je zoome. C'est comme si quand je vais dans le miroir, je zoome, je vois que je n'ai plus de... Avant, j'enlevais, en fait. J'enlevais les petites poils dans les sourcils, là. Maintenant, j'arrive à me zoomer et puis je vois la beauté. Voilà. Je dis, ah, waouh, c'est beau. Et toi, Sharon, est-ce que tu te plais? Il y a des choses quand même chez moi qui me plaisent, malgré tout. Parce que je me rends compte que j'ai un rapport tellement négatif que c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui me plaisent, même si, maintenant, actuellement, non, je me plais pas. Je me plais pas et ce qui me travaille beaucoup aussi, c'est que j'ai pratiquement pas de photos avec mon fils parce que toutes les photos qu'on a pu me faire, je me supporte pas dessus. Et je trouve que c'est dommage. J'en suis arrivée à ce point-là et je me dis, mais il faut vraiment que... Il y a une personne de mon entourage qui m'a fait un shooting photo en famille, là. Et j'ai pas encore appelé le photographe parce que j'ai beaucoup d'appréhension.
Et en même temps, je trouve ça tellement dommage parce que je vois mes parents, j'adorais regarder les albums photos de mes parents. Et je vois tellement de photos de moi et ma mère quand j'étais bébé. Je me dis, mais c'est dommage que j'ai pas la même chose pour mon fils. Le peu de photos que j'ai avec mon fils, c'est comme mon visage avec lui ou une partie du corps. Et encore, ça dépend selon l'angle où on a pris la photo. Si on prend même juste le visage, selon l'angle, je vais pas supporter cette photo. Et ça m'embête. Donc j'aimerais vraiment réussir à me libérer de ça. Moi, je suis sûre que tu vas y arriver pour cette séance photo. Justement, parlant de photos, Laura, en te suivant sur les réseaux, justement, on peut voir que tu es assez à l'aise devant l'objectif, n'est-ce pas? Et justement, je voulais savoir comment c'est venu de faire des photos, de poser. Est-ce que tu te trouves belle quand tu te regardes sur tes photos? Est-ce que tu dirais aussi que cet exercice de poser devant un objectif peut aider à l'estime de soi? Oui, beaucoup. Ça peut aider, même dans l'art-thérapie. Au départ, comment dire, j'ai quand même grandi dans le monde de la photo, la vidéo, donc ça fait un bon moment que j'étais filmée. Mais quand je commence à faire des photos individuelles, il y a quand même des gros changements parce que, comme j'ai dit, j'avais ce complexe-là avec mon corps par rapport à ce que les hommes ou un homme en particulier disaient de moi. Je le voyais sur la photo. Et plus j'avance, plus je faisais des photos, plus mon regard, il devient, comment dire, je zoomais moins sur les parties et plutôt aller dans la forme artistique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je montrais au niveau artistique. Et c'est ça, c'est comme si le personnage que voit, la personne que je vois, c'est un personnage, que c'est pas moi. C'est un peu bizarre, parce que dans l'intention, c'était vraiment montrer quelque chose d'artistique. Et en parlant de ça, j'ai fait un projet là dernièrement, et on va voir une partie de moi dénudée. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai travaillé sur ce projet, c'était clair pour moi, je voulais faire ça. Et c'est un personnage. Et quand j'ai vu la photo et j'ai vu la vidéo, je fais « Oh !» Je vois tous les paroles des gens. Qu'est-ce que les gens pourraient dire de cette image? Et je la vois en moi. Il y a une partie de moi qui veut l'assumer, mais il y a une autre partie du regard de l'autre. Et j'en suis là maintenant dans cette acceptation de mon corps et de l'appropriation. C'est-à-dire que c'est mon corps et d'être clair de ce que je veux montrer. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui veut être solide en moi, du regard de l'autre, comment l'autre il va me regarder et de rester dans cette confiance. Donc, pour répondre à ta question, oui, maintenant, j'ai plutôt un regard artistique quand je fais des photos. C'est plutôt un regard artistique, tout simplement. Ok. Et donc, ça veut dire que, par exemple, tu parlais justement là d'être dénudée. Aujourd'hui, tu peux te dire que, ok, maintenant, si je me dénude pour une photo, c'est complètement artistique. Et donc, finalement, si la personne me dit... ah là là, mais comment elle se montre nue sur une photo, mais qu'est-ce que ça veut dire? Typiquement, on dit les injonctions qu'on pourrait nous donner, ben, c'est que t'es mère. Comment t'es maman, tu te montres et tout ça. Aujourd'hui, tu penses que t'arrives à dépasser ça? Je suis dans le phase maintenant. Mais cette idée m'a traversée. Quand j'ai vu, c'est comme sur le feu du moment, non, parce que j'étais dedans. Mais quand moi, je suis à l'extérieur, je regarde, il y a tout ça qui m'est venu. En tant que maman, tout d'un coup, il y aurait des réflexions. Ben, elle est une femme facile, quoi. Une femme facile. Et la réflexion, est-ce que la personne peut voir que c'est quelque chose d'artistique? Et je me vois en train de me dire aussi, de dire à l'autre de ne pas trop montrer des parties comme ça. Et je trouve ça très beau parce que j'arrive à voir toutes ces réflexions émerger et de rester seulement dans le regard, de rester là dans ma place et de faire confiance à ce qui est venu parce que c'est quelque chose de sain, c'est pour moi sain, c'est quelque chose
purement qui est venu de l'intuition, de quelque chose d'artistique, et de rester là, tout simplement. Moi, je trouve très beau. Enfin, c'est pas quelque chose qui me choque, mais c'est de nouveau la même chose. C'est que si tu t'acceptes, moi, je me pose pas la question de ce que les gens vont dire, du moment où moi, je me plais. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, je voulais revenir là-dessus, où, par rapport à la sensation et à l'image. Moi, je vis le contraire de toi. C'est-à-dire que ma sensation est de... Moi, je me sens super bien. Je me sens super bien, j'ai une image de moi que quand je regarde dans le miroir, c'est pas du tout ça. Et c'est quand je regarde le miroir, je me dis ah ouais non, c'est pas ça quoi. Mais je vis avec cette sensation. C'est la sensation qui me fait aller en avant. Oui. Si je devais faire attention à l'image, je trouverais tous les défauts. Je dirais ah ouais non maintenant ma fille c'est pas ça. Mais comme je me sens bien dans ma peau, ben je passe au-dessus. C'est ça que je parlais tout à l'heure, être dans la sensation. Quand je suis dans la sensation, pour moi, c'est ce qui est vrai. Et puis l'image qui émerge de ça, je sais que c'est faux. Je ne sais pas si tu vois la différence. Oui, mais elle n'est pas fausse. L'image que tu projettes dans ton miroir, c'est ta vraie image. C'est ta vraie image. L'image qui vient dans ta tête. Mais l'image qui vient dans ma tête, elle est parfaite. Ouais. Ok. Mais Sharon, est-ce que ça t'a donné envie de te prendre en photo? Pas vraiment, parce qu'en fait, non, mais sérieusement, moi qui ai été suivie assez rapidement dès que j'ai eu les troubles alimentaires, parce que mes parents s'en sont rendus compte assez rapidement quand même, dans tout ce parcours que j'ai eu de suivi médical, il y a quelques années, on m'a proposé de faire des photos. Avec je sais pas comment ils appellent ça, ils te prennent en photo et puis après tu peux les regarder, c'est pour te montrer que finalement ce que tu vois toi-même dans ton miroir, c'est pas la réalité, que c'est mieux la réalité. Sauf que moi ça s'est pas bien passé. Déjà je suis pas à l'aise quand on me prend en photo, bon ça c'est une chose, mais quand j'ai vu les photos, ça fait l'effet encore x10. Ça veut dire que je me suis dit oh, mais c'est encore pire que ce que je pensais. Enfin, et moi, ouais, ça a été très dur. Mais je sais que ça marche chez d'autres personnes et que, voilà, même moi, j'ai moins aimé ce que j'ai vu en photo que limite ce que je voyais moi dans mon miroir. Donc ça m'a fait peur. J'ai eu une mauvaise expérience, quoi. Donc le shooting photo avec mon mari et mon garçon, j'appréhende un peu, en même temps je me dis bon ben j'ai qu'à pas être sur toutes les photos déjà, ou alors il faut qu'ils me prennent d'un certain profil, parce que ça aussi j'ai un profil que j'aime, un autre que j'aime pas, donc si je me mets sur mon profil et qu'on me voit pas en entier ou que je baisse la tête, on verra moins, enfin non mais c'est sérieux, hein, c'est comme ça, mais je sais faire mon sourire qui me plaît sur les photos. Mais après, c'est clair que je vais pas faire un shooting où je vais me mettre devant tout le monde à l'aise, où je vais bouger, ou enfin bon bref, voilà, c'est pas possible, mais ce serait jamais possible avec moi. Je suis comme ça. Enfin. Ok. Est-ce que donc Laura, toi, t'es danseuse, toutes les deux, vous avez fait du flamenco d'ailleurs, je crois. Est-ce que quand vous dansez ou pour toute autre activité physique finalement, est-ce que vous vous sentez mieux dans votre corps? Je me sens belle. Moi, pareil. En fait, le flamenco, c'est une passion depuis enfant. Et c'était les robes, c'était ces Espagnols, ces femmes espagnoles, droites, dos droit, enfin la posture, cette robe qui vole, les volants, les mains. Donc pour moi, c'est vraiment une danse très, 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 très féminine. Et aussi masculine, on s'entend, mais en tout cas, chez la femme, je trouve que ça la met vraiment en valeur. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé le flamenco, parce que je trouvais que c'était vraiment... Et quand je dansais, je me sentais bien, le 90% du temps en tout cas. 90%, t'arrivais pas au 100? Non. Il n'y a jamais eu un moment où tu t'es genre complètement laissé aller? Oui, alors je te parle oui, pendant des années, c'était vraiment une passion, j'y allais pratiquement tous les jours. Enfin, vraiment, c'était plusieurs heures de danse par jour, c'était génial.
J'avais pas l'impression de faire du sport. C'était vraiment un plaisir. Après, il y avait toute l'ambiance qui allait avec. Donc, j'avais un prof génial. Et après, ça s'est interrompu parce qu'il est décédé. Et quand j'ai repris, c'était plus compliqué parce que déjà, mon corps avait changé. Je dansais, j'étais très jeune. Enfin, j'étais assez jeune, ado. Après, j'ai repris, j'étais un peu plus adulte. Et là, mon corps avait changé. Je le voyais, par exemple, que je tapais des mains dans le miroir. Je voyais mon bras qui bougeait plus qu'avant, qui était super ferme. Donc non, il y a eu des petites périodes où j'étais pas très à l'aise. Mais sinon, la plupart du temps, oui. Et là, tu ne danses plus? Non. T'as envie de recommencer? J'adorerais, mais il faudrait que je trouve le temps, les moyens, enfin... Oui, mais même au-delà du Covid. Hein. Ça fait des années que j'ai arrêté, malheureusement. Mais ouais. Ouais, je suis pas assez disciplinée pour ça. Donc toi, tu nous as dit que tu te sentais belle. Ouais, moi j'adore danser. Je me sentais belle et puis malgré tout, encore maintenant, ça m'arrive de danser à la maison, seule. Malgré mes douleurs, c'est quelque chose. Enfin, moi, je suis toujours en mouvement en plus. Alors, donc, pour moi, la musique, c'est important. La danse, c'est important. Et toi, Laura, comment tu te sens quand tu danses? Parce qu'en plus, toi, tu es plutôt le côté professionnel. Donc, pour moi, la danse, avec la danse, je disparais carrément. Lorsque je disparais, je rentre quand même, je rentre dans le mouvement, dans la sensation. C'est pour moi une manière, sorte de médium pour faire évacuer des stress, faire évacuer beaucoup de choses qui m'habitent. Par la danse, ça m'aide beaucoup. Et oui, pour moi, on dit exutoire, un truc comme ça, pour m'évader. Et je danse depuis que j'ai 3 ans. Et c'est un bon instrument. Je préfère ne pas danser avec un miroir parce que je vais tout de suite voir les techniques, des trucs comme ça. Et quand on prend des cours de danse, on est devant le miroir pour voir si on fait bien les gestes. Et je préfère danser sans miroir. Dès que je me regarde, je vais voir mes postures, des trucs comme ça. Les postures des bras, des jambes. Je suis en train de vérifier. Mais si j'ai pas de miroir, il peut y avoir un miroir, mais si je suis dedans, je rentre quand même dans un espace où je suis pas là. C'est-à-dire, la personne, Laura, n'existe plus. Tout à l'heure, tu nous disais donc, que toi, maintenant, aujourd'hui, tu es complètement à l'aise avec ton corps. Tu as, je pense, l'estime de toi. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, quel a été ton cheminement finalement? Comment tu as fait pour arriver à ça? Parce qu'au moment où on passe de « Ah ben, ouais, je suis complexée par certaines parties de mon corps » à en fait, aujourd'hui, je suis complètement à l'aise et je peux même faire des photos où je suis un peu dénudée. Comment on arrive à là? Je ne sais pas si c'est complet, c'est-à-dire, tout d'un coup, c'est fini. Il y a toujours des réflexions qui viennent. Il y a une partie très particulière en moi que j'ai quand même une observation, c'est la partie intime, où j'ai un regard, quand même un regard je prends quand même un miroir parce qu'avant je regardais pas ma partie intime. Maintenant je regarde, j'observe parce que toujours l'autre partenaire a toujours un rapport avec l'homme, un rapport au sexe opposé. Il y a toujours quand même une acceptation encore vers cette partie. Pour moi, oui, je me sens beaucoup plus en accord avec mon corps, en accord avec toutes les parties de moi. Pour moi, c'est toujours un cheminement dans le sens que dès qu'il y a, surtout que j'ai parlé de partie intime, dès qu'il y a des images qui viennent, je l'observe pour voir d'où vient cette image et pourquoi j'ai des réflexions sur ça. Le cheminement, pour moi, ça a commencé
ça a commencé quand commence à avoir des réflexions négatives sur mes fesses, sur mes seins, et à prendre conscience de ça. Tu dis des réflexions de ta part? Oui, de réflexions de ma part. Et quand il y a la petite voix de cet homme-là, à chaque fois tu mets un pantalon et puis tu vois que ça n'a pas la forme que tu veux, et puis à prendre conscience de ça, pour moi, c'est la première étape. Première étape, pour moi, c'est quand la conscience est allée vers là, et puis il y a quelque chose en moi qui est intéressé à comprendre pourquoi je déteste cette partie de moi. Et c'est là que ça a commencé, dans l'observation de moi-même, et l'acceptation pour moi commence c'est comme si je zoome cette image de moi, je zoome de voir la réalité. La réalité pour moi, c'est ce que je vois et la réflexion que je fais de ce que je vois. Et pour voir la différence. Et d'être aussi tous les jours dans la gratitude. Ça m'a beaucoup aidé, d'être en gratitude de mon corps, de pouvoir marcher et d'avoir un autre regard de mon corps, un autre regard de toutes ces petites cellules qui me tiennent en vie. C'est une gratitude. Et il y a une dimension beaucoup plus profonde dans ça pour moi qui m'a beaucoup aidé, parce que je vois que je suis un mystère, je vois que c'est tout un mystère qui me tient en vie. C'est ça qui me tient. Et à chaque fois, je me perds dans mes pensées, je me perds dans mon corps, je reviens à ça pour dire à Laura, tu sais pas si tu vas vivre jusqu'à demain matin, donc arrête. Il y a un truc en moi qui dit d'arrêter et d'être dans cette gratitude, d'avoir un corps qui me soutient, qui me lâche pas, ou même s'il me lâche, mais d'avoir quelque chose qui me tient. Pour moi, ça a commencé comme ça. Et plus je vais dans ce sens, plus je me sens légère. Donc, c'est comme s'il y a de l'espace. C'est pour ça que j'ai parlé d'espace maintenant. C'est l'observation que j'ai. C'est comme s'il y a mon corps, il y a moi. Pour moi, je suis dans mon corps. Oui. C'est comme s'il y a une entité dans le corps, mais je suis cette entité-là. Voilà. Et comment vous souhaitez, parce que vous êtes maman, toi je sais que tu as des nièces, tu as aussi des petits-neveux, comment vous avez envie en fait de transmettre l'idée d'un rapport au corps sain à vos enfants? Alors, je me suis souvent posé cette question. Pour le moment, il est un petit peu, il est tout peutelé. Des fois, ça me fait un peu peur. Je me dis, est-ce qu'il aurait tendance à être un petit peu trop gros? Enfin, après, on me rassure. De toute façon, tous les bébés, enfin la plupart sont peutelés. C'est même mieux pour eux. Après, je me rassure en me disant que génétiquement, il n'y a pas de raison. Son père est grand et mince. Moi, à la base, je suis pas quelqu'un. Enfin voilà, dans la famille, on n'a pas de tendance à être un peu fort. Après, ça c'est ce que je me dis moi. Après, dans les actes, j'ai envie d'apprendre à mon fils à manger correctement, mais sans extrême. Bien sûr, à pas faire les mêmes erreurs que moi. Et surtout, je pense que ce qui est super important, c'est l'activité physique. Je pense vraiment, moi, toutes les périodes de ma vie où je me sentais le mieux dans mon corps, c'est quand je faisais beaucoup de sport ou beaucoup de danse. Où j'étais vraiment énormément en mouvement. Et on se sent plus, je sais pas, plus ferme. Et puis j'espère que mon fils aura cette tendance à aimer le sport. Voilà. Donc j'espère qu'il arrivera à se sentir bien dans sa peau, parce qu'il fera attention sans faire trop attention, bien sûr. Et que voilà, et s'il fait du sport, il pourra plus se permettre des petits McDo de temps en temps. Mais est-ce que tu as l'impression que tu serais une maman qui contrôlerait quand même la nourriture pour je m'en ton rends pas enfant compte, je sais pas, mais je pense, peut-être. J'aurais tendance, mais actuellement, je le fais pas du tout, par exemple. Je lui donne des petits biscuits pour bébé, enfin, je suis pas dans le méga contrôle, donc peut-être pas, mais je pense que si je vois qu'il a tendance à être un peu à trop grossir, peut-être là oui, je ferai très attention pour sa santé, pour pas qu'il se fasse. Moi j'ai peur en fait du regard des autres.
J'ai pas envie qu'on l'embête à l'école, qu'il se sente mal dans sa peau, qu'il se renferme sur lui-même. Je veux lui apprendre ouais, je me dis, des fois, souvent, je me fais des filles, je me dis, et puis si un jour, on lui fait telle réflexion sur telle chose, ben, j'espère qu'il aura assez de répartie pour savoir répondre. Mais si je peux éviter qu'il soit mal dans sa peau, ben, je vais tout faire pour, clairement. Mais je trouve que tu as dit un truc terrible. Ouais, qui me peut-être. choque Je suis désolée. beaucoup. C'est génétiquement, on a la chance que son père, enfin, que dans sa famille et dans ta famille, il n'y a pas de gros. Je veux dire, c'est de la grossophobie, excuse-moi. Mais même, je pense que j'ai un peu de grossophobie en moi. Parce que j'ai toujours eu peur d'avoir du surpoids. Donc c'est clair que pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Quand je revois quelqu'un qui a des formes ou qui est en surpoids, je me dis pas, oh putain, gros. Enfin, voilà. Ou alors, ça a pu m'arriver, mais dans des circonstances particulières. Mais c'est vraiment en fonction. Vraiment, cette angoisse que j'ai et cette obsession que j'ai, elle est vraiment que concentrée sur moi. Et je me juge, moi, vraiment. Mais j'écoutais un documentaire l'autre jour où il disait on est tous un peu grossophobes et après ça va dépendre de comment on le véhicule en fait. Alors je crois qu'il y avait 2 mots, il y a grossophobe et puis un autre, mais comme quoi qu'on a tous un petit peu ce truc en nous parce que ouais, en fait, il y a personne qui se dit qu'il a envie d'être gros. En fait, tu vois ce que je veux dire ? Et finalement, il y a un petit peu... Après, c'est comment tu vas parler, effectivement. Et je trouve très juste que tu l'aies reprise sur ce qu'elle vient de dire. Parce que des fois, on ne se rend juste pas compte. Tu sais, c'est comme des fois les propos racistes qu'on peut dire. Et puis qu'on ne se rend pas compte, en fait. Mais tout à coup... Non, mais ce qui me choque presque plus, c'est que tu es en train de prévoir la vie de ton fils à l'image que toi, tu veux qu'il ait. Mais et lui, il a le droit d'avoir une autre image. Il peut être gros et très heureux. Je sais pas, je veux dire, c'est comme si tu choisissais sa profession. Non, oui, mais je comprends, mais c'est parce que j'ai peur qu'il souffre de ce que moi j'ai pu souffrir. Donc en fait, c'est clair que je reporte mes phobies à lui. Et j'espère que je vais pas lui les transmettre, bien sûr, et que si il aura du poids, il sera en surpoids, bah, qu'il sera bien quand même dans sa peau, mais moi, j'y peux rien, c'est vraiment une peur que j'ai. Et effectivement, je me rassure en me disant, parce qu'après, il y a un facteur génétique, on le dit. Moi, par exemple, quand j'ai été suivie dans ma grossesse, on m'a demandé s'il y avait des personnes en surpoids dans ma famille. Enfin, voilà, enfin, il y a quand même un facteur génétique, c'est pour ça que j'ai dit ça à la base. Mais c'est vrai que, oui, moi, depuis que je suis gamine, j'ai peur d'avoir de perdre le contrôle de mon poids. Donc, en quelque sorte, je peux pas m'empêcher de reporter ça sur mes proches et en particulier voilà, mon bébé, quoi, enfin, qui est la chose la plus importante pour moi. Moi, je veux lui offrir le mieux et j'ai peur que si il se fasse embêter à l'école parce qu'il a un peu trop de poids. Alors si c'est le cas, bah, je l'aiderai, j'espère que je saurai bien gérer et que je lui apprendrai à bien se défendre aussi, à savoir répondre aux gens, parce que voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui me travaille déjà depuis la grossesse. Je me posais la question déjà pendant ma grossesse. Et toi, au niveau de la transmission ? Ce qui m'est venu pendant que vous parlez là, je me souviens Adriel ou bien Naïma qui disait il faut pas que je mange tel machin pour ne pas grossir. Et puis là, ça m'a tilté tout de suite. Et puis j'ai dû dire quelque chose par rapport à ça parce que sinon elle dirait pas ça. Et puis là, j'ai repris Naïma et lui parler de non, que tu vas bien, tu es bien comme tu es. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé dans le sens que des fois, on dit des choses inconsciemment. Et puis l'enfant, il entend. Donc, peut-être c'est pas la première fois que je dis ça, surtout comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à mon corps, si je prends plus de poids et puis je me sens pas très bien dans le corps. Des fois, je peux, à haute voix, je le dis, ou bien l'enfant aussi, même inconsciemment, on transmet des choses. Et puis l'enfant, il le prend. Ça m'a fait mal parce que je vois mal dans le sens que elle est trop petite pour parler comme ça et puis qu'elle n'a pas cette conscience du corps comme moi. Comment dire, elle n'a pas encore cette conscience, mais à dire des choses comme ça.
Et je sens que je dois surveiller ma manière de parler et surtout faire un travail sur moi. Et c'est le travail sur moi que je dois faire pour pouvoir aider les enfants. Parce que si je n'ai pas conscience de qui je suis, de mon corps, comment je peux transmettre quelque chose de sain à mes enfants? Et je ne peux pas avoir des paroles déjà bien faites pour dire à l'enfant, mais c'est vraiment de le surprendre ou de me surprendre en train de parler de ça. Et de le mettre à l'aise tout de suite maintenant de ce qui est et qu'il est bien. Et aussi, comme j'ai dit, d'avoir cette gratitude de son corps. Justement, ces dernières années, le fameux crop top là, qui revient à la mode, j'ai vu des filles de toutes les formes avec. Alors qu'avant, je me dis que la fille qui aurait été plus ronde, elle ne l'aurait pas portée. Oui. Et donc, il y a quand même cette idée de body positif. Et moi, c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça n'influence pas quand même? Parce que moi, j'ai remarqué ça aussi. Les ados d'aujourd'hui, elles s'assument beaucoup plus. J'ai l'impression qu'à ma génération, je les vois justement habillées avec ces fameux tailles hautes, là, qui pour moi, ça ne va qu'à une fille filiforme. Et là, elles ont vraiment des formes un peu à la Kim Kardashian, même. Et elles s'assument vraiment beaucoup comme... J'ai l'impression qu'elles s'assument mieux. Ce qui me paraît bien, parce que tant mieux, c'est le principal, c'est de se sentir bien dans sa peau. Mais en même temps, j'ai un truc qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'elles se mettent plus en avant, et pas pour les bonnes raisons. C'est très sexué. En fait, c'est vraiment que ça. Alors, elles ont 12, 13, 14, 15 ans, elles s'assument, mais c'est que pour donner ce côté, je sais pas comment, très sexuel, qui est inapproprié, je trouve, et qui est dangereux, et qui est pas... je sais pas, ça me dérange. Et typique aussi, toutes ces femmes qui... Tout le monde devrait s'assumer, c'est l'idéal, et voilà. Mais dès que c'est vulgaire... Moi, je supporte plus de regarder ces trucs, ces vidéoclips, alors que... j'en ai vu des tas, hein, des clips à l'époque de hip-hop, tout ça, où les meufs, elles dansaient avec leurs strings, tout ça. Je supporte plus tout ça, parce que... En fait, je me rends compte à quel point c'est assez basique. Et puis souvent aussi, c'est quand même les hommes qui sont derrière tout ce truc-là. Oui, alors il y a les hommes, mais comme tu dis, il y a les hommes, et maintenant, tu as une série de femmes qui sont rondelettes, qui font des clips où elles sont complètement dénudées. Alors, moi, Dieu sait si je suis pas rétrograde, mais moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est l'image de la femme que tu donnes. Oui, mais alors, est-ce que si... Alors après, justement, quelle est la bonne façon? Parce que finalement, si, en fait, moi, je suis grosse, je me plais, et en fait, je m'approprie mon corps, je me dis, mais moi, j'ai pas envie qu'il soit sexualisé, mais je vais... revenir, parce que là, il y a ça qui me revient. Je ne sais pas si vous aviez vu cette jeune fille qui est allée au musée d'Orsay et qui avait justement un décolleté et qui n'a pas, on n'a pas voulu qu'elle rentre. Et puis directement, les Femmes sont allées le lendemain, et les Femmes, on les connaît, elles viennent, elles enlèvent le haut, et voilà. Et une des pancartes qui m'a marquée, c'était « Mes seins ne sont pas, je crois, sexuels. C'est ton regard en fait sur mes seins qui est pervers. » Et c'est vrai que moi, je me souviens très bien, plus jeune, quand je voyais les Femmes, j'étais toujours mal à l'aise. Parce que, elles enlevaient le haut et puis, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne où on marche pas tout nu à la maison, donc, et puis il y a cette idée qu'en tant que femme soit prude, donc c'est vrai que j'avais un petit peu ce côté mal à l'aise. Et en fait, en voyant le discours d'une des femmes une des Femmes qui expliquait ça, et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est ton regard, en fait, sur moi. Moi, je peux avoir un décolleté parce que ça me plaît, mais la manière dont toi, tu vas me regarder, c'est ça, en fait. Et que ce soit un homme ou une femme, finalement. Parce que moi, si tu portes un décolleté là et que je peux me dire, waouh, j'adore sa tenue. Ou alors, je peux me dire aussi, mais putain, elle s'est prise pour qui avec, mais c'est ton droit. Mais voilà. Mais en fait, l'important, c'est pourquoi toi, finalement, tu l'as fait.
Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'important. Mais tu t'en fous de justement, ce que l'autre dit. mais tout à fait, et c'est là où je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Cette femme qui est dans son clip, elle est ronde et finalement elle véhicule ça, mais finalement c'est ce qu'elle a envie de véhiculer aussi. Non, mais c'est pas. Je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est le business qui fait véhiculer ça. C'est pas ce qu'elle a envie de véhiculer, c'est le business. Si elle chantait exactement la même chanson habillée autrement, elle n'aurait pas autant de succès. Peut-être, mais finalement, comment... Parce que tu vois, le problème, c'est ça. Enfin, on est dans la réflexion, là. Hein. Je veux dire, on n'a pas de vérité absolue. Et en fait, je me dis, OK, peut-être que le business, effectivement, on le sait tous, dans les années 90, hip-hop, machin, ben voilà, c'était ça, le business. Mais ensuite, donc c'était plutôt un truc, c'est les hommes qui mettent ça, et c'est eux qui font que les femmes, elles doivent se dénuder, même si, bien sûr... Non, elles acceptent, mais oui, mais pourquoi? Parce que justement, la question du business aussi, c'est comme, tu vois, c'est comme les prostituées. Il y a ces prostituées qui le font parce que ben, elles ont été contraintes. Et puis aujourd'hui, tu as un nouveau mouvement aussi, et je pense qu'il existait déjà avant, où il y en a qui, en fait, le font parce qu'elles le veulent. Et moi, j'ai vu des reportages où des femmes elles disent « Mais en fait, moi, ça me plaît d'être une prostituée. » Et des femmes jeunes, voilà. Et donc, finalement, c'est toujours la même question. Est-ce que c'est toi qui prends la décision ou est-ce que c'est la société, est-ce que c'est le business et tout ça? Donc finalement, si elle s'assume elle-même en se disant « Mais en fait, moi, j'aime mon corps et j'ai envie. Et en plus de ça, si ça me permet de gagner de l'argent, tant mieux. » Non, moi, ce qui me dérange dans les clips, c'est qu'elle peut tout à fait s'assumer et avoir envie de le faire, mais ça va être vu par des jeunes qui vont peut-être pas comprendre le message et qui vont suivre ça au premier degré. Et je trouve que c'est dangereux. Moi, c'est ça qui me dérange. Ouais. Moi, qu'elle s'assume moi, j'ai aucun problème avec la nudité. J'ai aucun problème. Mais du moment où ça devient violent, vulgaire, une gamine de 15-16 ans, je suis pas sûre qu'elle sache faire la part des choses. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire... L'autre jour, je sais plus qui c'était, mais j'ai vu un clip, la nana, mais... Alors, non seulement elle twerkait, mais elle fuckait sur scène. C'était hyper... Et je suis loin d'être prude, mais je me disais, mais attends, une gamine, elle voit ça, mais elle se dit, est-ce que je dois danser comme ça quand je vais au village du soir? Je veux dire... Pour moi, il y a tellement de dimensions de ce regard-là, parce que c'est toujours le jeu, le soi qui regarde. Et dans ce sujet-là, là, on parle de s'assumer. Pour moi, ça, c'est le regard occidental, ou bien le regard qu'on voit beaucoup plus, parce qu'il y a une grande, publicité sur la femme commerciale, de comment la femme devrait être. Il ne faut pas oublier, dans chaque culture, on est quand même conditionné. Chaque culture a une manière de voir la femme ou de voir l'homme et comment il doit être. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, il y a le regard commercial. Pour moi, ce qui est le plus important, qu'on ne parle pas à l'école, que j'aurais aimé qu'on me parle depuis que je suis petite, de savoir qui tu es en tant qu'être. Parce que pour moi, c'est ce qui vient avant le corps. C'est comme ça que je vois les choses maintenant. C'est-à-dire, qui es-tu? Et de ce regard, de ce témoin-là, et de regarder ton corps tel qu'il est et de regarder l'image que tu as de ton corps tel qu'il est. Parce que l'image est très liée à ta tradition, est liée à le monde extérieur, est liée à tellement de choses. Et pour moi, ça commence par là. Parce que pour moi, c'est le vrai regard. Ça commence par là, de soi qui regarde. Alors, est-ce que c'est moi en tant que conscience qui regarde mon corps ou est-ce que c'est moi conditionné qui regarde mon corps? Et pour moi, le conditionnement, c'est ça qui façonne ton monde. Et c'est ce que j'aurais aimé dire parce que tout ce qu'on vient de dire est relié à quelque chose. Est relié la femme qui twerk, c'est relié à quelque chose, c'est relié à une culture. Est-ce que cette femme, elle a besoin d'être acceptée dans un groupe? Elle a besoin d'être aimée. On a tous besoin d'être aimés d'une façon ou d'une autre. Et pour moi, ça commence par le « je ». Qui es-tu? Et pour moi, c'est le
premier regard, et c'est là qu'il y a la guérison aussi, et c'est là qu'il y a la transparence. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Ouais. Merci. Je voulais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez fait le fameux exercice du miroir qui consiste à se mettre à nu devant son miroir et de se concentrer sur les qualités de son corps physique? Si vous l'avez fait, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors oui, je l'ai fait 1 million de fois, mais pas de façon positive, malheureusement. Ou alors certaines choses. Moi, je ne l'ai pas fait en style scanner, mais je me regarde dans le miroir nu. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. L'image qu'il y a dans mon miroir n'est pas celle que j'ai de moi. Donc, c'est un peu, je ne sais pas comment expliquer, c'est un peu immatériel, quoi. Si je pense à moi, je me vois d'une certaine manière et je pense que les gens me voient de cette manière. Donc, moi, je ne pense pas que les gens me voient comme je me vois dans le miroir. Je pense que les gens me voient comme moi je me vois. Donc, tant que c'est comme ça, ça me va. Après, c'est vrai que l'image du miroir, elle fait pas partie des canons typiques. Donc, j'imagine que ça doit en heurter plus d'un. Mais comme moi, je me sens pas comme ça et que j'ai pas l'impression qu'on me ressent comme ça m'est égal. Et toi? Oui, je me regarde dans le miroir, toute nue. Et je sens je suis obligée de fermer les yeux pour dire ça. Là, ce qui est différent, je sens une conscience qui regarde. Et il y a comme c'est quelque chose qui est détaché et qui regarde. Et s'il y a, par exemple, il y a une observation, j'arrive même à voir l'observation. Donc, que ce soit positif ou négatif, il y a quelque chose en moi qui arrive à le voir et de rester dans cette sérénité, pas même neutralité, mais vraiment dans cette sérénité et d'accepter ce qui émerge. Pour moi, c'est une grande liberté d'être dans cette position-là ou d'accepter ce qui émerge, que ce soit positif, négatif, et les comparaisons, parce que des fois, je me regarde et puis tu te compares tout d'un coup à quelqu'un, et être dans cette position du regard m'apaise beaucoup. Et c'est là que je vais à chaque fois pour ne pas m'égarer dans les pensées ou dans quelque chose qui émerge. Et je vois l'acceptation beaucoup plus sereine et regarder mon corps de manière, de gratitude. Encore, je reviens toujours dans ça. Et comment vous voyez votre rapport au corps évoluer dans les prochaines années? Tout à l'heure, Maïté, tu nous parlais justement que tu voyais un petit peu les choses qui étaient différentes du fait du temps qui passe. Je ne sais pas comment dire en français, c'est la ley des vidas, c'est comme ça. Tu peux pas... Alors, j'ai eu une période où j'ai commencé à mal le vivre. Et puis, très rapidement, de par ma façon de penser, de ma façon d'être, je veux outrepasser ça. Donc, je me dis, c'est soit je passe toute ma journée à pleurer en me disant, mon Dieu, j'ai ça, mon Dieu, mon visage, il est en train de s'affaisser, mon Dieu. Et puis, je vais rien pouvoir faire, à moins de faire de la chirurgie esthétique, j'en ai pas les moyens, ni peut-être l'envie, mais soit je l'accepte. Et je suis dans la phase où je vais essayer d'accepter, parce que j'ai pas le choix. Et il faut le prendre de la meilleure manière, de l'accepter de la meilleure manière. Je sais pas s'il y a une bonne manière, mais bon. Et toi, l'évolution, tu la vois dans les années plutôt Moi, l'évolution, je vois maintenant. C'est-à-dire, c'est soit... Il y a un truc en moi qui est très fort, c'est le mot, la liberté. Pour moi, liberté, elle est dans toutes les dimensions. Et c'est pas demain, c'est maintenant. Quand je vois émerger une image négative de moi, en moi, c'est faux. Point. Donc, c'est quelque chose qui est très catégorique et j'arrive maintenant à le percevoir très finement, même si c'est très discret comme ça, très... j'ai pas le mot tout de suite. J'arrive à le percevoir et
Et puis, pouf, j'accepte. Tu balayes. Oui, voilà, c'est balayé. Je balaye. C'est balayé. Et des fois, avant, maintenant, je dis la liberté, mais l'entraînement que j'ai fait pendant un très bon moment, c'est que si cette pensée t'apporte pas la paix, lâche-la. Donc, c'est la même chose pour mon corps. Et voilà, pour moi, là, c'est maintenant. Ok. Sharon? J'espère que je vais trouver le bon juste milieu. Faire le deuil de peut-être un idéal. Pour finir, quel conseil vous donneriez aux personnes qui nous écoutent pour s'aimer et surtout aimer son corps? Et si pas de conseil, quel effort vous vous dites que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour pour vous aimer plus ou aimer votre corps? Un peu ce que vous venez de dire là, finalement, j'ai envie de dire. Mais si vous avez un conseil supplémentaire. Moi, le conseil, c'est vraiment, avant d'aimer son corps, s'aimer soi-même et dire, se valoriser, dire je vaux la peine, je peux être brillante dans ça, je peux être brillante dans ci, je peux apporter du bonheur à certaines personnes, et valoriser tout ça, et après le corps suit. Moi, je rebondis à ce que tu dis aussi. C'est vraiment le mot, c'est savoir qui tu es. Savoir qui tu es, de poser la question constamment pour avoir ce détachement avec le corps, parce qu'on est tellement lié au corps à tellement de niveaux. C'est-à-dire le corps nous rattache au passé, nous rattache à notre histoire, nous rattache à tellement de choses, plein de complexes, et d'aller beaucoup plus profond, de savoir qui tu es. Et de là, la liberté, elle vient. Voilà. Moi, lorsqu'une copine, elle me disait « Ouais, je me sens pas bien » et tout ça, je disais souvent, et je le faisais moi-même des fois, c'était, bien sûr, de regarder déjà ses qualités au-delà du physique, parce qu'effectivement, il n'y a pas que ça, faire un peu énumérer ses qualités, et aussi j'avais une copine à qui je disais tout le temps, mais regarde autour de toi, observe les gens aussi autour de toi et tu te rendras compte qu'on n'est pas tous parfaits. Enfin, il y a de tout en fait. Et qu'on est. Voilà, Enfin, je sais pas comment exprimer ça. C'est vrai, mais moi, des fois, je le fais. Je me dis, arrête de t'obséder avec ça. Et puis, regarde, il y a tellement de gens différents. Voilà, quoi. Tout va bien. Enfin, bon, bref. Justement, il y a ce nouveau mouvement qui est le body neutrality et qui serait plutôt l'idée que en fait mon corps il est là, des fois je l'aime bien, des fois je l'aime pas, et peut-être que ce serait un peu ça la clé, et on accepte ce qu'on a finalement, et puis après le reste suivra. Les filles, je vous remercie beaucoup. Tout à l'heure, vous êtes chacune décrite en 3 mots. Donc, après ce moment d'échange, Laura, je voulais savoir si tu devais décrire Sharon en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Il y a quelque chose de très pur chez elle. Je vais dire pureté, l'innocence, quelque chose de beau, de belle. Ouais. Et pour Maïté? Maïté a quelque chose de fort, elle est très forte. Je vois des racines et je vois des couleurs. Ouais. Une maman. Maïté, tu décrirais comment tes 2 comparses de tablé? Alors, Sharon, je trouve qu'elle a une grande fêlure, une grande tristesse en elle, une grande souffrance, alors qu'elle est très jolie et qu'elle a plein d'atouts. Laura, je la trouve... j'aime pas employer ce terme, mais très mystique. Très dans... dans l'essence de la vie. Très posée aussi. Mais avec une réflexion très interne.
Sharon? Alors Laura, pareil, moi je la vois aussi très spirituelle. C'est la première chose que j'ai, très spirituelle, très philosophique, elle va loin dans ses réflexions, le corps. On voit qu'il y a vraiment cette part artistique aussi en elle. Et ouais, un cheminement bien fait. Et puis Maïté, ben oui, aussi beaucoup de force, de caractère, je pense que aussi lié à un vécu, parce qu'on se forge, et ouais, des belles valeurs et une belle personnalité. Ouais, je le pense vraiment. Merci beaucoup les filles. On passe à la séquence reco. Et alors Laura? Ce qui me vient, c'est Culture Café à la FNAC de Lausanne. C'est hyper bon. Leur slogan, c'est nourrir avec responsabilité le corps et l'esprit. On mange frais, bon. Quand tu sors d'ici, ton ventre est rempli, mais t'es pas lourd. Et c'est hyper bon, je vous conseille vraiment vivement. Et pour la détente, il y a le centre d'études tibétains qui s'appelle Radben Shelen, qui est au Mont Pèlerin au-dessus de Vevey. J'adore parce que c'est un lieu où on peut dormir, on peut aller prendre une chambre, on peut dormir là-bas, suivre les prières des moines. Il y a des moines femmes de 80 ans, 70 ans, elles sont trop chaudes. Et puis on peut aller aussi se promener là-bas, c'est hyper apaisant. Si on a une semaine de folie, on peut aller dormir là-bas et bien manger aussi. Donc je vous conseille. Et puis la culture, ce qui me vient, j'ai beaucoup réfléchi, mais je prends quelque chose qui me parle plutôt. C'est pas en Suisse, c'est à Santa Fe, qu'on appelle Pueblo Taos. Ça devient maintenant un parc historique parce que c'est là que vivaient des Indiens. Il y a toujours les natifs qui sont toujours là-bas, qui vivent là-bas, mais que ça devient un parc parce qu'il y a tellement de touristes, ils sont obligés de contrôler, faire payer les gens pour entrer parce qu'ils font n'importe quoi et qu'ils doivent protéger le lieu et que je trouve magique. Et il y a même dans le Pueblo une église carrément, voilà, qui s'est installée là-bas. Donc c'est un lieu où les natifs là-bas deviennent des artisans. Donc, ils vendent aussi des trucs traditionnels qui sont là-bas pour y vivre, bien sûr, heureusement ou malheureusement, dans un sens. Et c'est un lieu c'est à Santa Fe, aux États-Unis. C'est New Mexico. Et qui pour moi, c'est un endroit très joli. Ça reste authentique. Et voilà, à conseiller à visiter. Voilà. Alors, merci. Donc, je vais sortir de Genève et un endroit pour me ressourcer, c'est les jardins de Ziriab à Marrakech. C'est une sorte d'hôtel, mais qui est tenu par des gens qui sont exceptionnellement gentils. C'est beau, c'est apaisant. On est à un quart d'heure du centre-ville, mais on est dans un monde à part. Et je vais là-bas, c'est waouh. Et voilà. Pour manger là-bas aussi, on mange très bien. Ils font de la cuisine marocaine qui est très très bonne. Et puis culturellement, je vais rester dans la même lignée. Culturellement, là-bas aussi, parce que c'est un lieu où on se rencontre plusieurs amis qui viennent soit de Genève, soit d'Akaza, soit de Rabat, soit de Londres. Et on se retrouve tous là-bas. Et il y a des grands échanges qui se font. Et je trouve, culturellement, on se nourrit énormément. De bonnes énergies et de bons échanges. Voilà. Ça s'appelle les Jardins de Ziriab. Alors, moi, pour un endroit où aller manger, je vais rarement au restaurant là. Donc, je sais pas vraiment, je pourrais pas dire un resto particulier. Par contre, c'est vrai qu'une nourriture que j'aime particulièrement, c'est la nourriture japonaise. J'aime bien la nourriture asiatique en général, mais j'ai vraiment l'impression que la nourriture japonaise, elle est plutôt saine, plutôt bien équilibrée, plutôt recherchée. Ils font toutes les choses, c'est tout joli en fait. Ils soignent beaucoup l'apparence, voilà. Ensuite, un lieu pour me ressourcer, je dirais peu importe l'endroit, le pays, mais un endroit où il y a beaucoup de nature, la mer pas loin. Enfin, j'ai pas vraiment un lieu particulier.
sincèrement. À part mon imaginaire, éventuellement. Et un lieu de culture, je sais, en choisir un, c'est difficile. J'irai tous les musées du monde. Voilà, j'aimerais tous les faire, tous les grands musées du monde. Et sinon, les librairies. Je trouve que c'est assez apaisant, finalement, comme lieu, les librairies. On y passe assez de temps, finalement, à regarder, à lire les trucs, à rechercher quelque chose. Donc, ouais, pourquoi pas. Ok. Ben, merci beaucoup les filles. C'était un plaisir de vous avoir avec moi. Alors moi j'ai envie de vous souhaiter un amour grandissant et continu pour vous-même. Et puis voilà. Alors merci. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Autour de la table rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcast, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez Autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt.